La financiarisation du divertissement est pour moi l'une des grandes tendances de nos économies. Ça a commencé au début des années 2000 avec des jeux comme RuneScape, Diablo ou encore World of Warcraft et qui sont rapidement devenus une source de revenus pour des dizaines de milliers de joueurs qui farmaient des pièces d'or et des équipements pour les revendre contre des dollars, souvent sur des marchés gris, des marchés noirs, parce qu'il n'y avait pas de place de marché officielle à cette époque-là, mais avec la crypto, on va pouvoir amener cette tendance à la financiarisation encore plus loin. On l'a vu avec Axie, qui est littéralement devenu une source de revenus pour des centaines de milliers de personnes pendant la période Covid, parce que ça permettait de gagner des crypto-monnaies qui étaient échangeables contre des monnaies fiat, donc contre des dollars, sous la plupart du temps, et qui permettaient de gagner un revenu sans sortir de chez soi pendant cette période-là. Donc on va avoir pour moi une financiarisation de tout qui va être encore accentuée si le métaverse devient un succès, et on peut avoir des indices sur le potentiel succès du métaverse avec ce qu'on voit actuellement sur le casque Apple que les gens portent dans la rue. On les voit interagir avec leur casque dans la rue et on peut se dire qu'il va y avoir des métiers qui vont être liés au métaverse, comme par exemple des designers pour les vêtements, des architectes d'intérieur. Et donc c'est vraiment une financiarisation du divertissement et qu'on va pouvoir retrouver dans 3 grandes tendances des crypto-monnaies. Un autre exemple de cette financiarisation, c'est le airdrop. On voit en ce moment beaucoup de tendances sur le airdrop, que ce soit avec le stacking ou avec le testing. Les utilisateurs reçoivent d'importantes sommes d'argent en airdrop. Et donc ça, c'est une financiarisation de la loyauté. Les premiers utilisateurs les plus loyaux sont récompensés, et aussi une financiarisation du bêta testing. Je suis un testeur, je suis récompensé. Et donc c'est vraiment ce que permet la crypto-monnaie, d'ajouter une couche financière de transactions sur les interactions. Et donc on va avoir 3 tendances pour pouvoir profiter de cette financiarisation du divertissement. C'est des tendances qui n'ont pas encore explosé et qui donc sont mûres pour se positionner. C'est moins avancé que l'intelligence artificielle qui a déjà énormément performé. On en a parlé dans ma dernière vidéo. Qu'est-ce que le social fee? Alors social fee, c'est une abréviation de social et finance, c'est un mélange de réseaux sociaux et de défis. C'est un petit peu l'approche Web3 des réseaux sociaux, à ne pas confondre avec Decentralized Social Network, qui est la décentralisation des réseaux sociaux. Ici, on va vraiment parler de financiarisation, donc c'est bien aux aspects pécuniaires qu'on va s'intéresser, pas nécessairement à la décentralisation. Bien que certains projets peuvent amener une couche de décentralisation, c'est pas le sujet de cette tendance qui nous intéresse aujourd'hui. Donc le cœur du social fee, c'est de proposer différents modèles de rémunération pour les créateurs de contenu et leur public. Par exemple, les créateurs de contenu peuvent utiliser des jetons pour contrôler qui interagit avec leur contenu. Et les utilisateurs vont avoir besoin de posséder ce jeton pour interagir avec le créateur, pour voir son contenu ou encore pour commenter. Ça réduit les risques de spam et ça permet de récompenser le contenu de haute qualité, le contenu à haute valeur ajoutée, et empêcher qu'il y ait du plagiat à outrance, comme on peut le voir sur Twitter avec des gens qui répètent à l'infini les mêmes threads sur les airdrops, etc. Mais ce qui va vraiment nous intéresser par rapport à notre thèse d'investissement, notre logique de toucher les masses et avoir un revenu complémentaire pour les masses, pour le public, c'est la monétisation des interactions. Avec la social fee, un partage, un commentaire, un like, ça va pouvoir vous rapporter de l'argent. Donc que ça soit un token ou un stablecoin, ça c'est plein de modèles qui sont encore naissants et qui vont être développés. Mais en fait, donner du reach, donner ce qu'on appelle du reach, de la portée en marketing digital, donner de la force, ça va être récompensé au sein des écosystèmes social fee. Donc c'est là où ça va devenir vraiment intéressant pour les utilisateurs qui sont un petit peu replacés au centre. C'est quelque chose qu'on aime bien dire en blockchain. Et donc ça va être vraiment le cœur de ça, la monétisation, les différents modèles de monétisation du contenu et des interactions. Donc je vous laisse me dire, est-ce que la financiarisation des réseaux sociaux, pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que ça risque pas de fermer l'accès à certains contenus parce que le token ou le prix mensuel ou le prix d'accès va être plus ou moins cher? On va le voir juste en suivant dans un projet qu'on va étudier, que certains accès à du contenu peuvent se négocier très cher. Donc est-ce que c'est pas un autre système de Ponzi, ou est-ce que ça va être une véritable révolution financière? Ça, seul l'avenir nous le dira. Pour autant, on va pouvoir s'intéresser aujourd'hui à 3 projets que moi j'estime intéressants sur cette dimension-là, le social fee.
Le premier projet de Social.fi dont je vais vous parler, c'est Friendtech. Friendtech, c'est le projet de Social.fi qui a fait le plus de bruit en 2023. Le concept est assez simple, on vient d'en parler. Pour accéder au contenu, il faut détenir un jeton qui sur Friendtech est une clé. Je possède la clé d'un créateur de contenu, je peux voir son contenu et interagir avec lui. Et donc c'est vraiment cette proposition-là que fait Friendtech, et c'est un petit peu parti en mode démesuré en août-septembre, et encore à ce jour, parce qu'on peut voir sur ce dashboard d'une Analytics que certaines clés se négocient plus de 2 Ethers. Donc c'est-à-dire que pour accéder au contenu, je dois débourser 2,42 Ethers, ce qui va me donner accès à la clé, qui est une forme de NFT pour accéder au contenu. Donc on peut voir que la spéculation, encore une fois, a pris le dessus sur la crypto, mais c'est vraiment l'idée globale qui est de se dire, pour accéder au contenu, je dois payer et je peux revendre, de la même manière que la proposition de la GameFi, je peux revendre ma clé quand je ne veux plus de contenu, versus un abonnement à une newsletter où à la fin de l'année, j'ai une perte sèche. Donc là, on peut avoir aussi une perte sèche en fonction de la dévalorisation de la clé si on participe à de la spéculation en période de hype. Mais c'est vraiment pour illustrer l'idée de la Social.fi avec Friendtech, qui est pour le moment l'un des projets de Social.fi les plus aboutis. Donc le projet n'a pas de token, mais les créateurs de contenu ont ces clés qui peuvent être négociées. Ensuite, un autre projet dont je voulais vous parler, qui lui a un token, ça va être STFX. Donc l'idée, c'est de créer des pools d'investisseurs qui prêtent de l'argent, enfin pas qui prêtent de l'argent, mais qui investissent de l'argent sur un trader. Donc vous allez pouvoir avoir des stratégies. Ici, c'est une stratégie long inch x5, mais avec un aspect social. Donc là, le créateur est en train, en utilisant ce même et cette stratégie de trading, d'essayer de lever des fonds pour trader, et ensuite, en fonction de ses performances et des montants qu'il a levés, il va recevoir un manager fee. Donc de la même manière que pour les ETF, que de la même manière que pour un fonds d'investissement. Et donc vous pouvez le voir directement sur l'écran, vu que c'est de la crypto, du social et de l'investissement, on a directement une mémification avec des gens qui vont aller au-delà du trading, essayer de créer des communautés. Donc c'est un autre aspect, c'est un peu l'aspect opposé de Friendtech, qui n'est pas sur de la création de contenu, mais sur de l'investissement social, qui est aussi l'un des penchants de la Social.fi. Et le troisième dont je vais vous parler, c'est pas un réseau, mais ça va être l'infrastructure. Donc si vous suivez mes vidéos, vous allez voir que l'infrastructure, c'est un thème récurrent. Que ça soit dans la précédente vidéo sur l'intelligence artificielle ou les tendances, je parle souvent d'infrastructure parce que pour moi, c'est plus simple de se positionner sur celui qui va aider les projets à se développer que de parier qu'un projet en particulier va forcément remporter la bataille. Donc CyberConnect, c'est un projet qui va fournir de l'infrastructure pour les réseaux sociaux décentralisés, pour la Social.fi. C'est soutenu par Binance et ça a fait un launchpad sur Binance. Qu'est-ce que la GameFi? La GameFi, ça va être le nouveau nom pour ce qu'on appelait avant le Play to Earn. C'est un petit peu du marketing, mais pas seulement. Le Play to Earn a énormément déçu les joueurs comme les investisseurs. Donc les investisseurs retail qui ont pu perdre beaucoup d'argent sur la baisse des jetons, et les investisseurs institutionnels ou venture capital qui eux ont perdu beaucoup d'argent sur des projets qui n'ont jamais vu le jour alors qu'ils ont acheté des dizaines et des dizaines de tokens en private sale. Donc c'est du rebranding, donc c'est une nouvelle forme de marketing. Vu que ça a déçu, on range le mot et on en sort un nouveau. Mais pas seulement. La GameFi, ça va en fait englober plus que le Play to Earn. Ça va être le Metaverse, le Play to Earn et la négociation d'assets in-game ou encore de collectibles. Pourquoi GameFi pour le Metaverse? Parce que je pense, notamment avec des trucs comme le Vision Pro, les gens qui marchent dans la rue avec leur casque de réalité virtuelle qui commence à devenir un petit peu la réalité de demain, on va avoir littéralement des métiers dans le Metaverse, donc une financiarisation du jeu qui vont se créer comme des décorateurs d'appartements, des créateurs de layout
pour les casques, plein de choses qui seraient du domaine du jeu normalement, comme jouer aux Sims, mais qui vont devenir des métiers ou tout du moins des side jobs, comme il y en a certains qui sont créateurs de contenu sur le côté. Donc la GameFi, le Play to Earn 1.0, sa définition, c'était un petit peu des jeux qui étaient mauvais, pas forcément drôles, des graphiques qui étaient pas terribles, et avec un schéma de Ponzi un petit peu généralisé où les premiers arrivés faisaient beaucoup de bénéfices et les derniers arrivés payaient les pots cassés. La GameFi 2.0, on voudrait qu'elle soit constituée de jeux plus intéressants, comme par exemple Big Time, Illivium ou encore le FPS de Avalanche Shrapnel, qui du coup montre un petit peu ce que la blockchain peut apporter de mieux, avec une qualité presque triple A et une financiarisation qui est en coulisses mais toujours présente. Plutôt que de vous parler de projets ou de jeux GameFi en particulier, j'ai choisi de vous parler de 3 projets assez généralistes qui sont susceptibles de bénéficier de la tendance GameFi lorsqu'elle reviendra sur le devant de la scène. Le premier d'entre eux, ça va être Ron, du projet Ronin, c'est une blockchain sur laquelle est basé Axie Infinity et sur laquelle d'autres jeux vont arriver. Le token a été listé sur Binance récemment et le graphique est assez bullish. Pour me repositionner, j'attendrai soit qu'on repasse en découverte de prix, donc au-dessus de 3,6, soit qu'on consolide dans la zone entre 2,80 et 3,4 pour avoir une idée claire de la tendance avant d'investir. Donc le second projet, ça va être IMX, donc la blockchain immutable X, qui est une blockchain de seconde couche dont la proposition de valeur est extrêmement simple. Proposer des transactions à frais zéro pour les jeux Play to Earn et les NFT. Donc ça va être le projet qui paye les frais de transaction et non l'utilisateur. C'est extrêmement pratique pour pouvoir négocier des objets en grande quantité ou à petit prix. Vous pouvez acheter des objets à 10 centimes, des NFT à 1 dollar sans payer de frais. Et donc c'est très pratique pour démocratiser une économie numérique basée sur la GameFi sans penser aux frais. Donc c'est vraiment une blockchain qui est particulièrement intéressante. Et ici aussi, vous pouvez le voir sur le graphique, la blockchain le jeton est passé en découverte de prix à de nombreuses reprises et il continue de très bien performer sur ce début d'année. Et le troisième projet, ça va pas être un projet d'infrastructure, contrairement aux 2 précédents qui sont des blockchains, ça va être un studio de développement. Donc si vous voulez, c'est une espèce de Animoca Brand, de Ubisoft, de la blockchain, qui va développer toute une série de jeux plus ou moins complexes, qui sont des jeux GameFi, des jeux Play to Earn. Donc ça va être le projet Gala Games, avec le token Gala, qui lui est sur une horizon de prix qui pour l'instant est plus raisonnable. On est encore dans le range de 2022, mais ça n'exclut pas que ce token puisse exploser à la hausse si la GameFi revient sur le devant de la scène. Là, on est sur un jeton où il est plus facile de se positionner en définissant un risque, car le jeton n'est pas parti à la verticale comme les 2 précédents. Donc voilà pour ces 3 projets généralistes, 2 d'infrastructure et 1 studio en GameFi, qui je pense ont du potentiel pour cette tendance-là. Les protocoles de GambleFi et le narratif de la GambleFi, ce sont des sites internet qui vont tirer parti de la blockchain pour améliorer la transparence des paris et amener un partage des revenus de la part des casinos, de la part des bookmakers. Pourquoi ça nous intéresse ? Parce que l'industrie des jeux d'argent, ça représente 520 milliards en 2023, sur lesquels 100 milliards sont des paris et des jeux d'argent en ligne. Donc l'industrie du jeu d'argent est énorme, ça continue de progresser. On a une tendance au pari un petit peu pour tout. C'est quelque chose qui était réservé avant à certaines catégories de population et qui maintenant se démocratise de plus en plus. Et avec la tendance au tout numérique, on peut supposer qu'il y aura de plus en plus d'utilisateurs qui vont faire leurs paris en ligne. Donc nous, quand on parle de GambleFi, ça va être 4 choses. Ça va être le casino, les paris sportifs, les loteries et les paris sur les événements. Et donc la blockchain, ça va nous amener une transparence des paris. Qui parie sur quoi, combien il y a de paris, pourquoi la cote est de temps, parce que la cote devrait être normalement une loi de l'offre et de la demande et être arithmétiquement équilibrée.
On sait qu'il y a eu des scandales avec des codes qui sont un petit peu ou beaucoup manipulés par les bookmakers. Et on a aussi le fait que au casino, la maison gagne toujours. Et avec la blockchain, en prêtant des USDT ou quelconque forme de crypto-monnaie à un protocole de gamble fee, vous allez pouvoir vous-même, entre guillemets, être la maison et être le bénéficiaire des gains réalisés par les casinos, avec un partage des revenus. Quand les gagnants gagnent, ils se servent dans le pool, et quand les perdants perdent, ça va dans le pool, et qui donc sera redistribué entre les différents participants à ce pool de liquidité. Et vous savez, si vous faites des paris, que la maison gagne toujours. Il y a très peu de gens qui arrivent à sortir de l'argent du casino. À la fin, c'est toujours le casino qui gagne. Et donc, on va pouvoir voir que il y a déjà des protocoles qui sont dans ce secteur. C'est extrêmement early. Donc là, je vais pas trop pouvoir vous parler d'infrastructure et on va devoir entrer dans le vif du sujet avec le jeton natif de 2 protocoles de gamble fee qui vont pouvoir permettre une redistribution des revenus car le casino gagne toujours. Le premier projet de gamble fee dont je vais vous parler, c'est Rollbit avec son token RLB, qui est un projet qui va vous permettre de faire du casino, des paris sportifs, des paris en e-sport, comme vous pouvez le voir sur l'écran avec la présentation du FaZe Clan, et aussi du pari sur des futures. Je dis pari parce qu'il y en a qui l'appellent trading, mais c'est du trading à levier x100, x1000, et pour nous, chez Alpha Team, c'est pas du trading, c'est du pari, et il faut être OK sur le fait que c'est du divertissement. Et donc c'est le genre de projet qui peut aller très loin. Ce projet a fait beaucoup de bruit en 2023. Il s'est hissé à 4 milliards de valorisation en étant entièrement et seulement sur des échanges décentralisés. Donc pas de listing Bybit, KuCoin, Binance, je ne sais quoi. C'est vraiment fait que sur des exchanges décentralisés et il s'est apprécié jusqu'à 4 milliards. Donc ça vous donne une idée du potentiel. Et donc en stakant le RLB, vous pouvez obtenir une partie des revenus de l'entreprise. Donc c'est vraiment cette idée de être la maison, être le casino pour en tirer des bénéfices, plutôt que d'être le client du casino. Un autre projet qui peut être intéressant mais qui est beaucoup moins abouti à ce jour, qui a été un petit peu rebrandé 2-3 fois, mais qui s'est beaucoup apprécié en janvier, c'est FunToken, donc qui est listé lui sur Binance, donc beaucoup plus facile d'accès si on veut parier sur cette thèse, bien que le projet lui-même soit beaucoup moins avancé. Rollbit, ça va pas être accessible, bien que le projet soit prêt et live. FunToken, c'est sur Binance, donc c'est accessible aux débutants. On peut se dire que il monterait ou bénéficierait du volume plus facilement. Et le troisième projet, c'est un projet bien sûr d'infrastructure qui développe à la fois des casinos et à la fois une infrastructure pour permettre à d'autres projets de se développer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo sur l'analyse des narratifs les plus prometteurs.